Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Saint-Maurice et je suis en ce moment devant l'entrée originale du fort du Say. Alors on va sans plus tarder s'enfoncer dans la montagne pour aller visiter d'un peu plus près les infrastructures. Et qu'est-ce que... Oui c'est vrai, j'ai oublié, je ne suis pas seul. Aujourd'hui je suis avec Pierre Fraye qui nous accompagne pour cette visite. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Saint-Maurice est un véritable goulot dans la vallée du Rhône. Et cette particularité topographique en a fait depuis longtemps un endroit aisément défendable. Il s'agit de l'une des portes d'entrée du réduit national, et un grand nombre d'ouvrages a donc été construit dans toute la région. Parmi eux se trouve le fort du Say, construit à partir de 1911 et agrandi à plusieurs reprises pour s'adapter aux évolutions technologiques de l'armement et aux nouvelles menaces. Aujourd'hui, ce fort est désaffecté, mais subsiste grâce à la fondation Forteresse historique de Saint-Maurice. Donc effectivement, une forteresse, c'est un lieu armé naturellement, mais pour que tout ça fonctionne, il y a toute une infrastructure nécessaire. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec Pierre. Alors je vous propose qu'on aille voir les génératrices, les moteurs et tout ce qui concerne un peu l'électricité. C'est parti. Ah ouais. Ah joli. Donc en fait, tout le courant était produit ici même ou bien c'était quand même... L'énergie du secours était produite là. D'accord. L'énergie qui vient de l'usine souterraine de la Velle. Ok. Qui arrive ici, le câble arrive ici. Le fort, qui a été agrandi donc au moment de la construction de cette salle des machines, pendant la Deuxième Guerre, a été calibré pour alimenter également le fort Saint-Denis. Et on voit ici la ligne en tension qui part par la galerie de jonction et via la grotte aux Fées. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que pour arriver jusqu'ici, on a dû passer par la grotte aux Fées, un véritable labyrinthe de galeries naturelles qui a été réutilisé par l'armée. L'usine ici de production d'énergie de secours est utilisée quand il y a une rupture de l'approvisionnement civil. Donc alors pourquoi il y a 3 moteurs en fait? La Deuxième Guerre, l'essentiel des forts avait 3 moteurs, certains seulement 2. On n'a pas prévu d'utiliser les 3 en même temps. De fait, on a un moteur prévu pour l'alimentation de la cuisine, pendant l'énergie. On a un moteur pour assurer la ventilation. C'est les 2 éléments vitaux dans un fort. Ouais. L'air, la nourriture, on s'en prend bien. C'est clair. Mais on a un 3e moteur qui sera le moteur de secours quand l'un des 2 autres viendrait à tomber en panne. Donc en fait on a 2 moteurs principaux plus un qui vient compléter au cas où il y en a un qui tombe en panne. Voilà, un qui vient de secours des autres. Ouais. Et ces moteurs n'ont pas la capacité à alimenter la totalité des consommateurs du fort. Et donc on va mettre en route des mesures d'économie d'énergie, à savoir on coupera l'alimentation du chauffage électrique. Dans les galeries, on va même aller enlever une ampoule sur 2. Ça veut dire qu'on met des priorités en fait sur les... Placer les priorités sur ce qui est le plus important. Ok. Et puis il faut savoir que ces moteurs, ça fait du bruit. Ouais. Et si on a un appel téléphonique, on ne va pas l'entendre. Alors on a une petite lampe au plafond qui a l'anneau rouge. Ah ouais. Et elle va clignoter au rythme de la sonnerie du téléphone. Signal optique. Un signal optique. Ok. Qui j'arrête de répondre au téléphone. Alors on va faire un essai de démarrage ici. D'abord il fallait décompresser le moteur, prendre la manivelle et puis essayer de tourner ce moteur à la main, voir qu'il ne génère aucun problème, qu'il n'y ait pas de l'eau dans un cylindre. Au cas on fait bloquer le piston. On va mettre un peu de gaz, peut-être pas trop au démarrage. Et on va démarrer. Là-haut, pas loin de l'entrée d'origine, il y a le pot d'échappement de toute cette machinerie qu'on vient de mettre en route en fait. Voilà. Alors entre 1948 et 1952, quand on a agrandi le fort,
on a fait une nouvelle réserve de carburant, 4 citernes de 12 000 litres. On a une particularité ici, c'est que cette pompe était utilisée pour vider les citernes. À partir d'un certain laps de temps de stockage, on estimait impropre à la consommation des moteurs le diesel, et on le réutilisait comme huile de chauffage dans les casernes militaires de Sabatin et d'Ailly par exemple. Ok. Et on avait cette pompe pour renvoyer à la station inférieure du téléphérique le carburant. À la station inférieure du téléphérique, il y a une pompe beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante, car elle doit pousser le carburant jusqu'à 90 mètres plus haut, soit 9 bars, pour l'amener dans les citernes. Il faut savoir qu'il y a 2 solutions pour le refroidissement. C'est simplement un circuit où on va chauffer le fort, et puis si on a trop de chaleur, le fort est trop chaud déjà, on va utiliser le système de refroidissement à l'extérieur, où on va pousser cette chaleur à l'extérieur. Le fond de la salle des machines est plus bas que l'écoulement d'eau qui est dans l'entre-roche, dans le vide d'entre-roche. On a une pompe immergée pour éviter que le niveau d'eau monte au niveau des tableaux électriques. Et puis, ce qu'on voit ici en jaune aussi, c'est l'échappement des moteurs, avec chaque fois le pôle d'expansion, mais qui en fait sert de silencieux, pour qu'il n'y ait pas trop de bruit à l'extérieur. Et cet échappement, finalement, il a une double mission, en ce sens que l'air qui est aspiré dans les moteurs vient sur la connexion de l'air vicié. Donc, comme on utilise les moteurs coule-secours, pour économiser l'énergie, on va justement déconnecter le ventilateur d'air vicié, donc ce qui aspirait les mauvaises odeurs des cuisines ou des toilettes, et puis cet air va être aspiré, consommé par les moteurs et rejeté dans les échappements. Donc pour éviter aussi que ces pôles d'échappement baignent dans l'eau, on avait installé dans la cage ici au sol un système de giffard dont il suffisait, au moment où la limite pouvait atteindre le rouge, avant qu'elle dépasse le rouge, il suffisait d'ouvrir ce robinet qui va pulser l'eau au travers du giffard et aspirer en fait l'eau qui est stationnée sous la salle des machines. Donc, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on devait pouvoir survivre ici pendant 3 mois, donc évidemment il fallait tout ce qu'il faut pour... Les pièces de réserve, la petite forge pour s'il faut travailler un fer, et puis l'atelier était situé idéalement entre la salle des machines et la salle des ventilations et filtres. Donc techniquement les endroits où il y a le plus besoin d'intervention finalement. Voilà. Ouais. Il y a des armoires remplies d'outils et de matériel, c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on peut y trouver. Bon, puis alors tout ce bruit de fond qu'on entend là qui vient de la pièce à côté, c'est quoi finalement? Alors c'est la ventilation de l'ouvrage. Ok, ouais. Aussi on a différents systèmes de ventilation. Ici on est en tant que tel non occupé, donc on a une ventilation d'air roulement. On assèche simplement la caserne. Ah d'accord. Ouais. Alors dans la roche, j'imagine, on a bien vu quand on est arrivé, c'est quand même assez humide. La roche est humide, bien sûr, les citernes sont humides. On va peut-être aller faire la démonstration de l'alarme contre les gaz, qui a pour effet d'arrêter toute la ventilation, ce qui nous permettra de parler ensuite dans le calme. Alors normalement, on a l'air frais qui fonctionne, c'est ce ventilateur. On a l'air vicié, bien sûr, l'extrait d'air. Et puis, on va déclencher l'alarme contre les gaz. La commande d'alarme ici. Le résultat. Il y a l'alarme, voilà, on a quitté l'alarme est reçue. Et puis vous constatez que la totalité des ventilateurs s'arrêtent. En effet, on s'entend mieux déjà. Voilà. Alors à partir de cet instant, il y a l'équipe de protection de l'ouvrage qui va être chargée, on appelle ce système d'alarme gaz le réflexe du hérisson, c'est-à-dire se replier sur lui-même, se protéger. Et si l'opération numéro 1 était l'alarme, ensuite on a l'opération numéro 2, la quittance, puis après on va trouver l'opération numéro 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. À différents endroits. Donc. Alors ensuite, on va passer à la première opération d'ouverture au niveau des chiffres verts. Ouais. Et là, on a le démarrage de l'air filtré. C'est ce ventilateur qui est là-bas et qui va nous amener l'air au travers des différents filtres. De fait, on a un filtre de 500 m3/h
qui va diviser l'air en deux parties de 260 m3 chacun. Et ça, c'est en fait le filtre de masque à gaz du fort, on va dire comme ça. Hein. Donc en fait, tout ce système, ça intervient s'il y a un gaz nocif ou un gaz toxique, chimique. Voilà, attaque chimique. Ouais. Alors on a ici, si les moteurs ne tournent pas, le fort sera froid et la troupe se plaindra. On a une chaudière électrique de 125 kW, donc ça monte vite à la facture. Et on a une répartition de l'eau chaude. On voit ici qu'on a un groupe de 3 pompes, donc on a 3 parties de l'ouvrage qu'on peut chauffer, soit simultanément, soit indépendamment. Ensuite, si on a les moteurs diesel qui tournent, on va utiliser le refroidissement de leur eau par l'échangeur de chaleur. Ce n'est pas le même circuit qui va dans les radiateurs et les aérothermes du fort, et on va chauffer toute la forteresse avec l'eau chaude de ces moteurs, et comme dit, si le fort est trop chaud, on ne peut pas transpirer non plus, et donc on va évacuer cette chaleur à l'extérieur. Parce que rappelle-nous un petit peu, c'est quoi la température ici dedans s'il n'y a pas de chauffage? Alors sans chauffage, on a une dizaine de degrés. Voilà. Avec l'air de roulement, on avait environ 14 degrés dans ce fort. Ça peut varier d'un fort à l'autre. Ouais. Et puis, on va monter avec le chauffage électrique à 22-23 degrés. Et là, on a encore un dernier ventilateur, qui est le ventilateur pour refroidir uniquement la salle des machines. Okay, ouais. Si vous avez deux moteurs qui tournent nuit et jour pendant des semaines, vous imaginez que ça deviendrait intenable. Donc on a encore la salle des machines qui est refroidie séparément. Ok, donc on va juste un petit bout plus loin aller voir les prises d'air et puis tout ce qui est des pré-filtres du système de ventilation. Ici, on a les pré-filtres à poussière pour le casernement, qui est aspiré dans la galerie, passe au travers des filtres et va ensuite à la salle des filtres précisément. On se trouve devant la prise d'air du fort. On est séparé de l'extérieur par 2 murs avec des ouvertures. Et l'air arrive dans ce coffre qui a été installé justement après la Deuxième Guerre. On voit d'ailleurs ici, filtre à poussière radioactive. On a des éléments de filtration en réserve. Quand un est saturé, on va introduire un élément, on le pousse et il va simplement pousser à son tour l'élément qui est en place, qui va descendre dans un logement. Ainsi de suite, on pourra replacer des éléments de filtration supplémentaires. Dans le deuxième temps, on a un filtre beaucoup plus fin, avec des éléments de papier, un peu comme le filtre à air d'un véhicule. Et on a un élément là qui filtre l'air de la prise d'air du temps de guerre. On voit que c'est une petite prise d'air séparée parce que moins on aura de volume d'air aspiré et plus longtemps les filtres tiendront avant d'être saturés. L'hélice là, le ventilateur de refroidissement, il va prendre l'air dans la prise d'air, le pulser au travers des nids d'abeilles et l'air pulsé à travers ces nids d'abeilles où l'eau chaude circule, refroidit cette eau et est évacuée à l'extérieur. Alors on va mettre en route le ventilateur. C'est parti. Ok, donc là, si je passe par la petite porte, on peut voir l'échappement de l'air. On voit ici ces grilles en nid d'abeilles, comme dans les radiateurs de voiture finalement, ou n'importe quel système de refroidissement en fond. Et puis là, on a une immense cavité, hop, avec la sortie de l'air ici. Voilà. Bon, bah, naturellement, pour que tout soit bien coordonné entre les différentes parties du fort et même l'extérieur avec les autres systèmes de défense externes au fort, il fallait qu'on assure les transmissions des opérations. Et pour ça, on avait le central téléphonique qu'on va aller visiter tout de suite. Alors, c'est le principe de tous les centraux téléphoniques. On a d'abord un distributeur.
c'est là où les lignes arrivent et surtout on peut rajouter des numéros, changer des numéros, réattribuer des lignes en fonction des destinataires. On a ensuite le local des relais, hein. Là c'est la centrale donc automatique, qu'on peut permuter ensuite sur le central de guerre, puis la centrale manuelle. On a vraiment la supervision sur tout ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment le truc à l'ancienne. La centrale affiche, hein, si on veut établir la connexion entre deux abonnés par exemple. Et puis, on a les différents opérateurs. Et on doublait pratiquement toutes les liaisons téléphoniques par câble par une liaison radio. Hein. Ok. Et comme on a vu exceptionnellement dans ce fort, on avait une troisième liaison qui était la liaison par onde dirigée. Ce système onde dirigée, dans des fortifications de combat, je dis bien fortifications de combat, est unique en Suisse. On peut dire que c'était peut-être un essai, un petit prototype. Par contre, il faut savoir que par la suite, l'armée a multiplié le genre d'installation en ondes dirigées dans ce qu'on a appelé le réseau des hauteurs, c'est-à-dire tout le réseau de transmission du haut commandement de l'armée, mais également du commandement de l'armée et du gouvernement de la Confédération. Hein, toutes les transmissions du Conseil fédéral en cas de guerre passent par ce système. Toute la défense antiaérienne et toutes les communications de l'armée, du point de vue de l'aviation, de la logistique, commandement général, tout passe aujourd'hui par système de ondes dirigées qui est extrêmement performant. Le système est capable de détecter une connexion coupée et de recréer la connexion par une autre installation. Pour un pilote de venir essayer de tirer dans une de ces antennes, c'est mission impossible parce qu'avec la vitesse de l'avion, vous oubliez, c'est déjà presque indétectable à l'œil. Et puis ensuite, il faudrait lâcher un projectile exactement dans l'axe de la galerie, ce qui est quasi, oui, comme je dis, mission impossible. Donc finalement, en fait, c'est ici que se faisaient toutes les réceptions par rapport à l'antenne qu'on a vue tout au début. Alors effectivement, l'antenne onde dirigée arrivait ici et le mix se faisait, si on veut, pour envoyer la transmission sur un fort voisin. Sur les anciens téléphones, on a le son musical, mais il ne provient pas simplement de l'électricité dans la ligne, il provient des machines à signaux. Sans machine à signaux, on n'aura pas de son. Et maintenant, le central, comme on disait, travaille avec les relais, puisqu'ici on est au local relais. Par exemple, si je prends le 0, le relais va taper 10 coups. Voilà. Ici, par exemple, on peut tester les relais, voir si ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, par exemple, là, c'est les fusibles de ligne. Chaque ligne a un fusible. Si une de ces pointes est en dehors, c'est celui-là qui a lâché. À côté du central téléphonique, il y a cette espèce de galerie qui s'enfonce plus loin dans la montagne. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors ici, si tu éclaires, on voit le fond. À l'origine, il y avait d'ailleurs des lampes qui étaient là. On a une amorce de galerie, à savoir qu'on avait imaginé agrandir le fort par une étape encore supplémentaire, et les mineurs auraient pu commencer à faire des explosions là au fond, sans avoir à protéger les bâtiments ici du central téléphonique et de l'infirmerie. D'accord, donc... Ce central téléphonique est donc alimenté par un câble principal qui vient depuis le central téléphonique civil de Saint-Maurice. Il grimpe le long de la falaise, parallèle à l'égout, et tout ça empierré, cimenté, camouflé. Mais on a également ici quelque chose de plus surprenant, qui n'est pas d'origine, qui est venu par après. Ici, vous avez par exemple le départ du câble téléphonique qui, par carottage, on a mis une foreuse sur le plateau de Ferrosaille. Imaginez-vous la précision, on est arrivé droit derrière la voûte de béton là. Et ce câble traverse tout ce carottage, peut-être dans les 200 mètres en oblique, ressort sur le plateau de Versailles
et va rejoindre la plaine et rejoindre le réseau civil à Colombey. Ces galeries, elles sont immenses. C'est vraiment impressionnant de marcher là-dedans. Ça, c'était le bureau du commandant de fort. Le commandant du fort, okay, ouais. Capitaine, avec sa chambre, joustée directement. Ouais. Petite chambre privée. Et si tu vas plus au fond, tu verras que les chambres d'officiers disposaient de l'eau chaude. Ah ah, le petit luxe. Et d'une descente de lit, pour pas avoir froid aux pieds. Il faut savoir que les locaux étaient chauffés, mais le sol au contact finalement de la roche restait froid. Ça, j'imagine. Ok, on va aller tester la centrale d'alarme, voir un peu comment ça fonctionne. Tout ça se passe dans cette petite pièce. Ici, on a la centrale d'alarme par haut-parleur. Et on avait le choix d'alarmer dans le fort de Saint-Lay, dans le fort du C ou dans les deux forts. Ok. Alarme, alarme. L'ennemi progresse dans le Chablais en direction du défilé de Saint-Maurice. Tous à vos postes. Prenez vos armes. Ici, on a l'alarme par téléphone. Je vais appeler l'abonné numéro 35. S'il décroche, la lampe resterait fixe. Ici, j'alarme tout un groupe. Et là, on a l'alarme générale et on appelle tous les abonnés dans les deux forts simultanément. À ce moment-là, on a un surgénérateur qui se met en route aux centrales téléphoniques pour mettre beaucoup plus de courant dans les lignes, car tout le monde qui décroche peut être en communication avec le centraliste ici. Ici, on a encore un autre élément par rapport à l'alarme. On a parlé du réflexe hérisson. Eh bien, on pouvait déclencher toute la ventilation dans le fort du C ou toute la ventilation dans le fort de Saint-Lay. Donc le réflexe hérisson, c'était lorsqu'il y avait la ventilation qui tombe au moment d'une alerte par les gaz, de façon à ne pas continuer à aspirer de l'air qui pourrait être intoxiquer les soldats. Donc là, on va lancer l'alarme générale et puis on va aller observer du côté du central téléphonique, voir comment ça se passe. Déjà là, on entend sonner. Alors, on a ici dessous ce générateur qui s'est maintenant mis en fonction pour pulser plus de courant de façon à ce qu'on ait assez d'alimentation dans les lignes. Alarme terminée. Ok, donc là, on a encore une autre pièce. Qu'est-ce que c'est ici? Alors, dans les forts de Saint-Maurice, on dispose de plusieurs PCT de groupe. On en a par exemple dans les forts de Savatan et de Daï, de l'autre côté de la vallée. Et puis, par sécurité, on en a un au fort du C. Il faut savoir que les câbles de l'armée qui sont enterrés ne franchissaient pas le Rhône par les ponts, car tous les ponts de Gletsch jusqu'au Bouvray, tous les ponts du Rhône étaient minés. Donc on a un passage sous Rhône qui est à la hauteur d'Evionnat. Malgré tout, par sécurité, on a un PCT de groupe ici au fort du C. Et dans les PCT de groupe, on fait la calculation de tir pour, comme son nom l'indique, grouper le tir de différentes batteries de forteresse ou mobiles sur un même but. On peut imaginer un tir conjoint sur le défilé de Saint-Maurice par le fort du C, par le fort de Savatan et par la batterie nord des Folataires. Donc en fait, c'est pour coordonner les tirs de différentes forteresses. De différentes forteresses et d'armes mobiles sur un même but. Concentration de feu. Concentration de feu. C'est anéantir un ennemi. Ouais. À l'arrière, on va trouver le central téléphonique qui va avec le PCT de groupe. Alors, on a l'exemple de cet abonné. Le centraliste répond ici. On a la lampe qui a une apposition. Il va le mettre en relation, il va parler avec la station multiple du PCT de groupe justement à côté. Ici, il choisit la ligne 10. On a la lumière qui s'allume sur toute la lignée. On a la station multiple chef PCT qui est là, qu'on cale également sur la ligne 10. Et la personne ici, on simule qu'elle relance l'appel pour voir si ça fonctionne. Ah ouais. Donc elle était bien déjà en ligne. Hein. Évidemment, on n'aurait pas besoin de relancer l'appel, mais c'est pour... Effectivement. Ça sonne ici. Que la liaison a été établie.
projecteur sud. Ça se passe là-haut. Voilà, on va grimper ces échelles. C'est parti. Voilà, on y est. 19 mètres. Alors, on hissait le projecteur grâce aux anneaux qui se trouvent là en haut. Ensuite, on le faisait pivoter et on le plaçait sur les rails. On a ici les rails à gorge qui sont là avant de pouvoir passer de l'autre côté. Ensuite, on poussait le projecteur sur le rail, mais bien sûr pas cette porte. On arrive à cet emplacement où on pouvait le faire pivoter avant de le sortir pour aller sur la plateforme qui maintenant dispose que d'un tout petit passage à travers le premier mur, décalé à travers le second mur afin de donner un maximum de protection contre une explosion venant de l'extérieur. Ok, on est descendu du puits du projecteur et ici en bas, nous sommes à côté de la nouvelle niche radio. On a vu cette niche radio sur cette table fixe typique. C'était un coin très humide là-haut, enfin soumis à l'humidité l'été, au sec l'hiver, mais les grandes fluctuations d'humidité et de température sont très mauvaises pour les peintures et tout. La dégradation et le fait que c'est peu pratique d'aller rejoindre la niche radio là-haut. Alors l'opérateur radio allait mettre l'antenne et ensuite il a disposé d'une niche dans un box de fibres ici et on voit que les appareils radio, parce qu'elles pouvaient fonctionner de façon automatique sans opérateur, disposaient d'un petit chauffage dans la niche. Quand les portes sont fermées, le chauffage tenait les radios au sec avant l'été. pour éviter les détériorations dues au climat. Donc. Voilà, l'humidité qui vient de l'été avec la chaleur. Okay. Puis alors si on passe par cette porte là-bas, on arrive au téléphérique, c'est ça? Exactement. Alors je propose qu'on aille voir par là-bas. Donc là on va sortir du fort et on a la deuxième porte blindée. Cette porte permet de balancer une grenade ou de demander de laisser passer par exemple. Et puis elle permet aussi un tir avec le fusil. Dans l'espace de cette entrée, on trouve encore l'emplacement de deux douches de décontamination. Les popots de douche ont été démontés, mais on les a retrouvés dans le fort et ils avaient été faits à la main. On tirait des rideaux en PVC pour une certaine intimité quelque part relative. Et cet ancien emplacement était le local du téléphérique de matériel. Avant qu'on ait le nouveau téléphérique en 1957 qui avait la machinerie accessible depuis l'extérieur. Waouh, génial. Alors voilà, la chaleur qui fait dehors. Le téléphérique, on dira des temps modernes, qui aujourd'hui ne semblent pas du tout modernes, avait une capacité de 6 militaires ou 500 kg, ou alors on pouvait passer à 1000 kg en utilisant la petite vitesse. Donc on voit que toute la région était vraiment remplie d'ouvrages défensifs. C'est vraiment un point de clé stratégique du système de défense suisse. Passé pour une fortification exemplaire. Le fort de Tauber, ce qui est intéressant, c'est que c'était le contre-ouvrage du fort de Saint-Dé, qu'on n'aperçoit juste pas ici, qui est au-dessus caché derrière les buissons. de Saint-Maurice, caché derrière les arbres. Ouais. Mais par contre, le fort de Petit-Mont est dans notre axe ici, et lui était le contre-ouvrage direct du fort du C.
Évidemment, il y avait des pièces à Savatan qui pouvaient aussi avoir un tir sur Saint-Dé ou sur le C, selon les époques. Donc tous ces ouvrages se défendaient l'un l'autre finalement. Voilà, en Suisse, on a vraiment toujours été basé systématiquement sur ouvrage contre ouvrage. Il y a quelques exceptions à la frontière, mais autrement, c'est vraiment rare qu'il y ait un ouvrage isolé. Il y avait toujours l'ouvrage et le contre-ouvrage qui se faisaient face. Le fort est ici dans la falaise, le fort du C, et il ne voit absolument pas si un ennemi veut essayer d'escalader la falaise ou en descendre en rappel par exemple. Il n'a pas de vue là-dessus. Par contre, depuis Savatan ou depuis Dailly, ou même depuis Petit-Mont, on avait une excellente vue sur ce qui se passait au pied du fort du C. Donc là on voit encore tout le système du camouflage du téléphérique qui permettait de dissimuler l'installation depuis la plaine, et voilà. Donc en fait ce téléphérique il servait à acheminer tout le matériel utile au fonctionnement du fort finalement. Voilà, l'entretien du fort, mais aussi l'échange de la munition, des vivres. Il faut comprendre que pour 3 mois il y a pas mal de tonnes de vivres. Ouais. Il y avait 4000 coups de munitions par pièce, et si on fait 8 pièces à 4000 coups, on se donne une petite idée. Alors le long du sentier, comme dans beaucoup de fortifications à Saint-Maurice, on trouve le système pour le service intérieur. Alors les soldats suspendaient leur tenue sapin, la vieille tenue qu'il fallait brosser pour enlever la terre. Ici dans la petite cornière, on mettait les brosses à chaussures, brosses à habits, et puis on pouvait aussi se cirer les souliers. Voilà, tout simplement. On trouve ici un des emplacements pour une antenne SC412. Tout était toujours prêt en forteresse. Voilà, pour une antenne, le socle était là, marqué de jaune. La troupe savait qu'elle posait son antenne là. 3 points d'amarrage pour les antennes. Le 3e marqué au pied de l'arbre là-haut. Et voilà, tout était prêt. On a vu le socle pour l'antenne et voilà l'emplacement où elle venait raccorder. Et c'est 412. Ok, donc là on va traverser la batterie sud, ce qui nous permet de rejoindre la poterne qui se trouve en fait juste à côté de l'entrée originale du fort. On a la protection collective par masse qui va pulser l'air direct ou l'air filtré dans les masques des servants de la caserne mitrailleuse. Et on a pour se faire le choix entre la ventilation électrique et en cas de panne, on pouvait démonter la protection ici et connecter sur l'axe du moteur la manivelle de secours. Pour une action mécanique donc. Enfin, pour une action mécanique, le temps que les générateurs diesel, installés par diesel, puissent prendre la relève. Ok, donc là en fait finalement c'est aussi la sortie de secours. L'ancienne entrée est devenue sortie de secours. On a réduit l'espace. On a toujours le canal à lâcher les grenades, le créneau de tir pour qui referme la porte blindée. Et l'emplacement original était équipé de 4 mitrailleuses avec un petit siège en bois rond avec un pivot métallique. Et le refroidissement à haute, c'est ces mitrailleuses. Quand on a mis la mitrailleuse modèle 51 qui tirait 1000 coups minutes au lieu de 600 coups minutes contre l'ancienne, on a simplement disposé d'un créneau de tir ou d'observation de chaque côté en lieu et place d'une des mitrailleuses. Ici on voit l'arrivée du système anti-gaz, donc l'air filtré qui était pulsé directement dans le masque à gaz des servants. Voilà, c'est ça. À partir de la Deuxième Guerre, on a voulu vraiment augmenter la défense du fort et on a mis des gros murs de béton pour séparer les bâtiments de l'axe de combat ici, une zone de combat dite partiellement protégée, avec la zone du cantonnement dite protégée où on peut ne pas porter le masque. Donc la zone sécurisée en soi. Voilà. Ouais, okay. Voilà justement ce système de porte, de ce sas. Protégé par la porte anti-souffle qui est venue entre 1948 et 1952 par rapport à la bombe atomique. Il faut savoir qu'à l'origine, chaque bâtiment avait son accès depuis la galerie de combat. Et à la Deuxième Guerre, au moment où on a agrandi le fort par l'arrière, on a gardé plus que 2 accès. Alors celui-là était déjà là à la Deuxième Guerre, donc une double porte formant écluse et qui par l'utilisation de
surpression d'air frais dans le fort, air qui a été filtré. On peut rentrer dans le sas, on va mieux s'en rendre compte. On a la possibilité donc d'ouvrir le clapet ici et d'ouvrir le clapet là. Et le tourbillon d'air dans le sas renouvelait l'air. Petite particularité de ce fort et de bon nombre de forts d'artillerie, il y a une petite cave à vin ici. En tout cas une cave à bouteille, mais bien sûr la troupe avait des fois plus de vin que d'eau minérale. Alors maintenant on va aller visiter rapidement les cuisines de la forteresse. Tout de suite à droite on a le local pour les vivres qui est actuellement utilisé pour stocker tout le matériel de cuisine. Et ici nous avons les chambres froides pour les produits frais donc. Et voilà la pièce maîtresse de l'ensemble. Qui autrefois était une cuisine au charbon. On a ici une particularité par rapport à la dimension de la grande marmite. Elle était maintenue par un préchauffage électrique en permanence. Le cuisinier du matin qui venait chauffer le cacao, eh bien il avait un avantage, c'est que ça allait plus vite. Histoire de se mettre en route rapidement quoi. On a tout l'équipement, le fameux robot de cuisine de la ménagère, sur le pied, on pouvait faire des vermicelles, de la viande hachée, hacher des légumes, etc. Vraiment multi-usage. Et puis ici, le système de machine à peler les pommes de terre. Alors on enclenche une roue qui projette les pommes de terre contre les revêtements abrasifs. On ouvre la conduite d'eau et puis on va avoir un écoulement qui évacue les plus râpés, si on peut dire. Faire attention de ne pas laisser tourner trop longtemps, sinon on a toutes les petites pommes de terre à la Après, il n'y a plus rien à manger, il n'y a même plus pour faire des rôtis après. Alors dans une cuisine comme ça, qu'elle soit électrique ou à charbon, même à charbon je pense que ça chauffe encore plus, on a beaucoup de production de chaleur et de vapeur. Alors on a le système de ventilation, l'air nouveau arrive par ici, il est aspiré au-dessus des marmites, il va passer par un système de refroidissement, circuit froid, l'air est givré, l'eau est évacuée dans l'écoulement, ensuite on a le compresseur qui lui permet de générer ce circuit froid qui produit beaucoup de chaleur aussi, mais cette chaleur on ne veut pas la laisser dans la cuisine, cette chaleur est ensuite dans un circuit à l'eau froide, enfin qui va se chauffer, hein. Au départ elle est froide, et puis elle arrive dans la galerie principale où là on a un diffuseur avec un nid d'abeilles et un ventilateur qui chauffe le fort en refroidissant la cuisine finalement. Voilà, en cas de panne d'électricité, de courant, les panneaux restent visibles grâce au système phosphorescent. Ok, on arrive bientôt à la fin de cette visite, mais il y a encore 2-3 petites choses à observer, notamment ici le réservoir, qui avait donc quelle capacité? 330 mètres cubes, normalement c'est 1000 litres par soldat, donc on avait une réserve pour 3 mois pour 330 soldats, on peut dire. Et ce réservoir a une particularité, c'est qu'il a gardé l'ancienne alimentation d'eau et la nouvelle, qui est une conduite un peu plus grosse. Ok, et maintenant on va donc essayer de faire un petit test de remplissage du réservoir. Donc évidemment on ne peut pas faire une vidéo sur une forteresse sans montrer d'armement, donc on va aller voir un petit peu en vitesse la batterie de l'Ermitage, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors ici on a le casse-batterie du canon numéro 1. Il faut savoir que tout a été démonté pratiquement, hein, au du désarmement. On retrouve à l'arrière de la pièce quelques petits casiers pour la munition dite de première main. On pouvait déclencher un tir sans avoir les clés du magasin à munitions. Voilà, un canon C5 à levier.
Ok, donc il y a encore le poste d'observation qui permet, grâce à une lunette optique, d'observer tout le panorama devant le fort. Essentiellement pour régler le tir direct, hein, donc le pointage direct, donc du tir anti-char ou de destruction d'ennemis, mais à bout portant, on va dire comme ça. Là, le pointeur, quand il a visé son but, il peut lire l'endroit du but sur le panorama et le transmettre rapidement aux pièces. Aux pièces, on va aussi pointer directement avec le point de pointage. On ne va pas perdre de temps à chercher l'ennemi dans la lunette. On va mettre le point de pointage à l'endroit indiqué et dès qu'on va dans la lunette, on va trouver rapidement, on gagne du temps. Donc en bas, en fait, dans les casemates, dans les postes de tir, ils ont exactement le même panorama. Il y a le même panorama avec additionné une carte du secteur de tir et une photo panoramique dont on a placé l'appareil de photo dans l'embrasure et on a exactement la vue panoramique, ce qui fait qu'entre l'observateur et le tireur chef de pièce, on a le même langage, c'est-à-dire qu'on voit les mêmes choses sur la photo panoramique, sur le panorama. Ok, donc c'est ici dans le poste d'observation que se termine cette visite du fort du C. Je précise qu'il est tout à fait possible de visiter les ouvrages de la région de Saint-Maurice de façon publique. Il y a une association qui gère l'entretien, les visites. N'hésitez pas à prendre contact avec. Un grand merci à Pierre Fraille pour toutes les explications, toutes les anecdotes sur la visite. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.